Merci. Bonjour. Je vais être un peu dans l'esprit de la précédente intervention. Habiter un lieu, c'est habiter le monde, dans le lieu et hors le lieu, pour moi. Alors, mon intervention va être basée sur 3 temps. Un effet cinéma qui renvoie à la neutralité des lieux. Un deuxième temps, un lieu vivant, habité, vibre de vie, renvoie à une universalité des idées et des concepts. Et le troisième point va être « Pourquoi ai-je choisi Marie-Aude Murail et plus particulièrement au Boy ?» J'ai travaillé dans le domaine de la littérature de jeunesse, ensuite sur le cinéma, et plus particulièrement sur les rapports entre le livre et le cinéma. Ceci pour vous dire que je vais commencer par le cinéma et vous parler de l'effet Kuleshov. En 1921, le réalisateur russe Lee Kuleshov réalise un plan de la star russe de l'époque, Ivan Moschoukine. Et sur ce plan, sur cette image, l'acteur est neutre. Son regard est absolument inexpressif. En fait, le miroir du vôtre, la neutralité du regard au départ. C'est par les plans que Kuleshov va mettre en contre-champ de l'image que l'image va devenir expressive et venir vous trouver. Si vous mettez de chaque côté les images d'un mariage, l'expression de l'acteur vous semblera gaie. Si vous mettez des images d'un enterrement, l'expression de l'acteur vous paraîtra triste. On appelle aussi plus rarement ce montage l'expérience moschoukine, car celui-ci en était-il satisfait? J'en doute. C'était montrer une image de lui peu valorisante, une image inexpressive. Vous l'avez compris, l'espace, la construction sont pour moi des lieux neutres auxquels les êtres humains vont donner vie, consistance et matérialité également. Deuxième temps, donc, habiter dans la littérature. Habiter dans la littérature, qu'elle soit pour les enfants, les jeunes ou les adultes, c'est habiter le monde. À la façon un peu dont Corinne Maury, qui est prof d'esthétique à l'université de Toulouse, dit « habiter le cinéma, habiter le monde ». Et moi, je dirais « habiter la littérature, habiter le monde ». Voilà. Donc, habiter le monde, c'est donner à voir, à ressentir l'espace en lieu de transformation, lieu de réalisation des êtres humains, avec une envolée possible vers un ailleurs imaginatif, une fulgurance inattendue. C'est une construction individuelle et collective, avec un groupe plus ou moins important, édification, pour rester dans la construction, qui se transforme et qui passe de l'expression ou du sentiment individuel à des valeurs, à des idées universelles. Une construction qui rend l'espace frémissant et perceptible. En quelque sorte, on passe d'une habitation nomade qui voyage et entraîne l'évolution des individus vers une construction plus solide, au propre et au figuré, car les lieux sont marqués, portent l'empreinte de leurs occupants. Ces valeurs ou idées universelles atteintes ainsi par ces parcours plus ou moins longs et divers renvoient à des vérités existentielles, philosophiques, qui traversent le temps et l'espace. C'est le « connais-toi toi-même » de Socrate qui disait toujours « je cherche » à ceux qui croyaient avoir trouvé, ça lui a coûté cher, surtout son ironie. C'est le jardin d'Épicure qui, en avance sur son temps, avait ouvert son école aux femmes et aux esclaves, une école où l'on professait un équilibre de vie, que le mot épicurien a un peu dévoyé. Pour lui, le bonheur, c'était se suffire à soi-même. Pour Platon, comme pour Socrate, l'opinion est vide de sens, superficielle. C'est l'idée qui compte, le concept.
Je pense, donc je suis, disait Descartes. C'est le développement de la raison, cher à Spinoza, avec l'effet des affects et l'accord entre la pensée et les actes. Mais c'est aussi, ce que j'aime particulièrement, l'éclair imaginatif qui ouvre l'horizon. Et je cite toujours cette réflexion de Nietzsche, il faut encore avoir du chaos en soi pour enfanter une étoile qui danse. Nous ne pouvons également ignorer les phénomènes de l'inconscient analysés par Freud, le transfert, le retour. Je vous ai cité ces philosophes dans l'ordre chronologique. En un troisième temps, alors pourquoi Marie-Aude Murail? Pourquoi Au Boy ou ses autres livres? Tout ce que j'ai dit précédemment existe chez elle. Et ce n'est pas parce qu'elle accumule les prix littéraires, ni pour la Légion d'honneur qu'elle a reçue pour service rendu à la littérature. Ce fut pour moi une rencontre fortuite. J'ai découvert Au Boy dans une adaptation théâtrale programmée par le Théâtre de la Ville. André vous en a parlé tout à l'heure, qui m'a fortement intéressée. J'ai acheté le livre et je ne l'ai plus lâché. J'ai trouvé chez cette écrivaine, dans Au Boy ou quelques autres de ses livres, et pour rester dans la construction, les outils et les matériaux de qualité utilisés avec beaucoup de subtilité, de finesse, de justesse, de l'imagination, et maniés avec une belle force stylistique. Je pensais au départ vous lire des passages de son livre, mais j'ai réduit ces lectures, car il est toujours difficile avec des extraits de rendre l'atmosphère et la fluidité d'une œuvre, et particulièrement celle-ci. Dans ses romans, plus spécialement pour adolescents, mais je dirais tout simplement pour tous, elle imagine des fictions où se profilent discrètement des réalités sociales qui se résolvent positivement. Marie-Aude Murail n'en est pas pour autant une écrivaine militante, mais une romancière pour moi. Ces parcours, initiatiques en quelque sorte, sont basés sur des cheminements humains, à la différence des contes qui, plus dans la symbolique ou la magie, partent d'une situation donnée pour la transformation finale après plusieurs épreuves. Au Boy est l'histoire d'une fratrie du nom de Morlevent. L'aîné Simon a 14 ans, ses deux sœurs Morgane et Venise, 8 et 5 ans. Orphelins, ils sont dans un foyer, se sont promis de ne jamais se séparer. À la vie, Morlevent, à la vie, à la mort. Qui va les adopter? Barthes, demi-frère insouciant, immature, ou Josiane, demi-sœur ophtalmologue, qui en aurait donc les moyens, mais ne voit au départ que Venise, la plus petite, très vive et très jolie. Complication. Barthes et Josiane se détestent. Lorsque le juge de tutelle parle à Barthes de l'adoption de 3 enfants, il pense prendre la porte, puis s'exclame « Tuteur, comme ces bâtons qu'on plante pour qu'elles poussent droit. Je ne sais pas faire ça, moi. Je suis tout tordu. » Imaginons la juge de tutelle. Elle est subjuguée par Siméon, bien sûr, un prodige à 14 ans en terminale. Mais en cachette, elle grignote souvent du chocolat à des moments précis, jusqu'à même à partager le chocolat avec Barthes. Donc, c'est un juge, mais tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir, comme dans la réalité des êtres humains, aussi respectables qu'ils puissent le paraître. Morgane, 8 ans, avec ses oreilles décollées, personne ne la remarque. Elle est plutôt introvertie, excellente élève pourtant elle aussi. Elle ressent tout à coup, dans le cataclysme de sa vie intérieure, l'intérêt bienveillant de Barthes. Je cite, « Morgane n'en revenait pas. Alors elle ne s'était pas trompée. Cette petite voile qui dansait à l'horizon, ce grand frère magnifique, tout ça, ça existait. C'est aussi l'espoir,
La voile, rappelez-vous, petite étoile qui danse à l'horizon, comme dans la citation de Nietzsche. De plus, l'humour accompagne toujours les parcours fictionnels de Marie-Aude Muraille et justifie pleinement cette phrase de Romain Gary en exergue de son livre « L'humour est une déclaration de dignité, une affirmation de la supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive. » Dans son œuvre, Marie-Aude Muraille évoque des thèmes de notre temps, l'adoption, la famille, le suicide, la mère des enfants s'est suicidée, l'homosexualité, Barthes est homosexuel, la tradition et la religion, surtout dans Miss Charity, le handicap, simple, dans le livre éponyme, à 22 ans, mais 3 ans d'âge mental. Il est sous la protection de son frère, Kléber, qui est en terminale. Il découvre la sexualité. C'est très drôle, il est en colocation. Et donc, comme il a 2 transferts, je vous ai parlé de l'inconscient, son lapin, et donc il rentre dans la salle de bain et Aria, l'une des colocataires, la seule fille du groupe, est en train de prendre sa douche. Et donc il est complètement éberlué. Elle n'a pas de queue. Vous voyez, c'est, comment dirais-je, c'est très fin à la fois parce qu'il n'y a que du lapin. Bon, alors il veut une lapine, bien sûr. Hein. Alors, je continue. Et le meilleur ami inséparable de Simple est bien sûr ce lapin. Donc, il veut avoir une lapine. Et donc, il vole en cachette, dans un magasin où il est avec son frère, une lapine. Son frère Kléber a très peu d'argent. Je cite. « Je vais payer la peluche, balbutia Kléber. » La honte lui coupait le souffle. Il se sauva en tirant son frère par la manche. « Tu vois, tu as des sous, lui fit remarquer Simple. »« Je te préviens, répondit Kléber en refoulant ses larmes. Monsieur Pimpin à Madame Pimpin, bien, mais ils n'auront pas d'enfants. » Vous reconnaissez discrètement les méthodes freudiennes. Les personnages de Marie-Aude Muraille ont une présence. Vous les voyez évoluer dans l'espace, vous les gardez en mémoire et ressentez même une certaine tendresse pour certains d'entre eux, et même pour Simple. À la fin du livre, vous y êtes très attaché. Pourtant, il était considéré comme débile mental. Donc, Marie-Aude Muraille donne à réfléchir avec subtilité et malice, mais aussi à voir. Elle ouvre votre regard de façon cinématographique. Je vais vous donner l'exemple d'un insert cinéma. Dans Oh Boy, par 2 fois, Siméon cache une tache sur son bras en tirant sa manche. Pas un mot. Sa préoccupation du moment est de résoudre le problème de leur adoption commune. C'est un détail, comme vous le voyez toujours au cinéma, c'est un détail prémonitoire de la leucémie qu'il aura à vaincre plus tard. J'arrête là. Comme on le sait, une critique cinématographique ne doit pas raconter un film, mais donner envie de voir. J'aimerais vous avoir transmis le désir de lire Oh Boy. Et si vous avez l'occasion de voir la pièce d'Olivier Letellier, qui a eu le Molière en 2010, comme l'a dit André, tous bougent, se déplacent, se renversent au gré des souvenirs des événements, aussi bien l'armoire, la chaise d'enfant et les jouets. Donc, tous ouvrent la scène, les esprits, l'imagination. Belle démonstration. Si le mobilier meuble les habitations, il peut les faire vivre aussi. Je dirais que c'est dans les murs et hors les murs que les sentiments, les idées, l'imagination donnent vie et résonance. Et je terminerai sur l'image finale des enfants morts-le-vent, à la mort, à la vie, qui se mettent les mains sur les... Et ensuite, le médecin, il met sa main aussi dans cette construction solide, mais en même temps qui va sur l'avenir comme un toit. Voilà, je vous remercie. Je ne vais pas être plus longue, mais je peux répondre à toutes vos questions avec grand plaisir.